vous allez voir des gens, de nouveaux métiers vont apparaître. Influenceur. C'est quoi l'influenceur? Influenceur. Lanceur d'alerte. Blogueur. C'est quoi ces histoires? Il influence qui? Quoi? La commission Moussongué va en guerre contre les discours haineux sur les réseaux sociaux dans un contexte où discours de haine et des publications à caractère xénophobe font la une des réseaux sociaux. Le chef de l'État, Paul Biya, vient d'ordonner un nouveau déploiement à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme que préside donc l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongué, commission qui va donc étaler dans les 10 régions que compte le Cameroun son plan de lutte contre la haine et la xénophobie, discours haineux sur les réseaux sociaux. Que peut faire la commission Moussongué? C'est la principale thématique de ce soir. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis fier d'être là. D'accord, on nous accorde encore qu'une minute pour faire le point. On a lu ces derniers temps sur les réseaux sociaux une certaine prophète qui disait que le président Banda Kani aurait été victime d'empoisonnement. Vous êtes peut-être mieux placé pour nous édifier. Il s'agit de quoi exactement? Mais madame, comment vous voulez qu'on réponde à Facebook? C'est une république compliquée, Facebook. Vous pouvez faire la une de Facebook demain. Quelqu'un se lève un matin, il n'a rien à dire, il veut des likes, il est très content qu'on parle de lui, et puis il dit que le chef de l'État est mort. Vous ne l'avez pas suivi dans la République de Facebook? Le chef de l'État, il était mort, son épouse était morte, ses enfants, est-ce qu'on répond à ça? On ne commente pas les commentaires. Non, intox. Ça, ce sont les paroles d'un sage. C'est même pas de l'intox, c'est l'idiotie. Si vous mettez à répondre, madame, eh bien, sort un troisième poste plus idiot que le premier. Vous répondez, vous sort un quatrième plus idiot que les deux premiers. C'est votre vie à répondre? Non, franchement. Donc, c'est pas, il ne faut pas répondre à ça. Et puis, c'est la République de Facebook. C'est le thème du débat. Parce que quand vous parlez de discours haineux, ils ont lieu où? Quand vous faites vos courses, on ne vous rencontre pas, les gens ne vous croisent pas dans la rue, vous tiennent un discours haineux. C'est dans cette République-là. C'est dans cette République-là. Et c'est pour ça qu'au-delà de la commission Moussongué, nous croyons qu'il faudra revoir même notre code de procédure pénale. Il faut être plus dur là-dessus. Parce que même le terrorisme, c'est là. Ce qu'on appelle le terrorisme virtuel, numérique. Un terrorisme numérique. Voilà, contextualisé dans la République de Facebook. C'est un problème. Bertrand Tachinda, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec la montée des réseaux sociaux, mieux la montée des réseaux sociaux, sans contexte, est venue aujourd'hui accélérer les discours de haine? Ben, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et avant l'élection présidentielle, nous, au NNP, on avait fait une communication. Et nous avons interpellé le gouvernement et demandé au gouvernement, est-ce qu'on peut aller à l'élection présidentielle dans ce climat? On avait l'impression que tout le monde s'en foutait, c'est-à-dire au nom de la liberté. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les censeurs des États. C'est-à-dire que les ONG, mandatés on ne sait par qui, avec des calendriers dont seuls quelques individus, en quelque sorte, maîtrisent, ces censeurs des États, en quelque sorte, qui donnent la leçon à tout le monde. Et ils sont dans un flou pas possible. Impossible de connaître les membres de leur conseil d'administration et qui les finance. Eh bien, le gouvernement, certainement, je ne sais pas si c'était une façon de montrer qu'on a un État très démocratique. On a laissé faire. Mais cette histoire, on va voir cette histoire naître à partir pratiquement de 2015. Des fois même de 2014. Et on ne va rien comprendre. Les premiers groupes vont apparaître. C'est-à-dire que les groupes de débat, des groupes de discussion, des groupes, comment je vais dire, politiques, et qui vont se former sur la base, comment je vais dire, de critères flous. Il y aura des groupes socio-professionnels, c'est-à-dire que des magistrats peuvent décider d'être dans un groupe. Des sous-préfets et des administrateurs peuvent décider d'être dans un groupe. Et puis il y aura des groupes à caractère ethnique. Et puis on va se rassembler, comment je vais dire, que par soutien de candidats politiques. Et puis l'intolérance va se lancer dans cette histoire. Vous allez voir des gens, de nouveaux métiers vont apparaître. Influenceurs. C'est quoi l'influenceur? Influenceur. Lanceur d'alerte. Blogueur. C'est quoi ces histoires? Il influence qui? Quoi? Pourquoi? Sur la base de quoi? Avec quelle morale et quelle éthique? Et la première personne, je vais constater que la personne la plus lynchée sera le président de la République et sa famille. Et je ne veux pas comprendre. On va à une élection présidentielle.
il y a certainement des acteurs qui vont affronter le président de la République. On veut véritablement que le Cameroun soit le prototype du débat, qu'on mette le débat sur la table. Mais on va voir des gens cibler certaines personnes qui occupent un certain type de fonction, cibler certains acteurs politiques, cibler certaines, entre guillemets, bourgeoisies, certaines fortunes, certains choix de personnes. Et ça va venir de partout, soit de certains Camerounais de la diaspora, soit de certains Camerounais d'intérieur. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je me posais la question, mais c'est quoi? Je peux vous dire que quand vous êtes à la une de cette République, c'est difficile de vous défendre. Parce que plus vous essayez de vous défendre, plus on vous sort un nouveau scoop. On va mettre sur la pelle les domiciles de certaines personnes. Rassurez-vous, Madame Paniel, il va être extrêmement dangereux d'avoir une femme de ménage. Pourquoi? Parce que vous allez trembler, vous dire que, excusez-moi, mes toilettes peuvent faire la une de cette République-là. Les domiciles des gens vont apparaître. Les top 50 des maisons les plus belles du Cameroun, les milliardaires, des maisons au poignet en or. C'était quoi le but? Et ils vont être les justiciers. Je vais plus loin. Il y aura une aînée, Madame Béala. On va nous décrire sa sexualité. On va nous décrire avec qui elle va, avec qui elle ne va pas. C'était sérieux. Et l'État, et quand on va approcher l'approche de l'élection présidentielle, alors des groupes radicaux vont naître. Et on va se poser la question, mais pourquoi l'État regarde ça? Pourquoi l'État regarde ça? Les tolérances vont rentrer dans le débat. Les tolérances vont rentrer dans le débat. Or, la commission Moussonga n'était pas en fait mise sur pied pour répondre à ça. La commission Moussonga était une des réponses de la crise anglophone. C'est-à-dire qu'au-delà du dialogue, du grand dialogue, le président va estimer que la question du bilinguisme, c'est une question Cameroun. Il y a des lacunes, il y a des tares. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que le pays soit bilingue. D'ailleurs, nous on se demande toujours, c'est quoi cette histoire de deux sous-systèmes? Est-ce que véritablement on veut unifier le Cameroun ou on veut continuer à fonctionner avec, comment je vais dire, deux systèmes qui se superposent? Chacun peut avoir raison. On peut défendre, comment je vais dire, notre particularité et notre particularisme avec ces deux sous-systèmes. Mais en même temps, on peut aussi se dire que si on a un système unifié d'une éducation calquée véritablement sur un modèle purement camerounais, avec des enseignements donnés en une langue nationale, on peut être un peuple et une nation qui se construit plus rapidement. Donc, voilà un peu comment la commission du bilinguisme va être mise sur pied avec véritablement déjà pour mission d'établir et de voir les failles. Et encore, je dis les failles qui ne permettent pas à notre pays d'être un véritable pays bilingue et de transmettre les conclusions acquis de droit. D'accord. Alors, un an et demi, elle est sur pied, elle n'est pas encore établie dans toute l'étendue du territoire, mais est-ce qu'elle a véritablement les outils de s'attaquer à ce que j'appelle ce terrorisme numérique et ce fascisme numérique? On le saura tout à l'heure, mais j'essaie aussi d'analyser vos propos liminaires. Vous étiez de dire que le président Paul Biya est plus insulté, un peu comme... Non, c'était lui la cible. C'est-à-dire, et très vite, nous, à partir quand la crise anglophone va apparaître et quand les premiers acteurs politiques vont montrer le bout du nez avec pour ambition élection présidentielle, nous, on va comprendre très vite ce qui se trame derrière. Justement, est-ce que ces personnes peuvent être identifiées? C'est vrai que tout au clair n'est pas un tribunal. Non, je ne peux pas donner de nom ici. C'est connu. Ces acteurs, quand vous allez la voir, comment je vais dire déjà, ce sont des blogueurs ou l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire en sardinat? Dites-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui ont commencé, comment je vais dire, à créer ce sectarisme et ce fascisme numérique. C'est un véritable fascisme. Mais Sardinat ou... Qu'est-ce que ça veut dire? Sardinat, ça veut dire quoi? On va le voir apparaître, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux. Et on va identifier des gens à leur soutien politique par rapport à ça. Je vais plus loin. Vous vous souvenez pas, madame, que des artistes camerounais étaient pourchassés avec pour seul tort d'avoir pressé à des meetings. Mais un artiste, c'est sa vie de ses prestations. Si un artiste ne preste pas, un artiste, ça ne fait pas théoriquement la politique. C'est un citoyen qui peut avoir, comment je veux dire que, ses choix assumés. Mais comment est-ce que des gens peuvent faire 700 km pour aller à s'attaquer? En plus, c'était des dames, à s'attaquer à des artistes. C'est sérieux? Et quand on va liquider les ambassades, l'ambassade d'un pays, c'est sa représentation souveraine dans un autre pays. Est-ce que les ambassades du Cameroun sont là, effectivement, pour émettre,
comment je vais dire que un certain nombre de prestations à l'endroit de certains Camerounais. C'est le Cameroun en miniature. Et ça va y aller dans tous les sens. Les directs, il y aura même ce qu'on appelle un nouveau métier. Direct, tu te lèves le matin, tu fais un direct. Donc on va le vivre ça dans une ambiance véritablement ridicule. Et quand l'élection présidentielle va arriver, on aura aussi une petite carence en termes de débat. On ne va pas voir cette énergie de cette jeunesse. C'est pour ça que nous disons toujours non. Toutes les jeunesses ne sont pas bonnes au Cameroun. C'est-à-dire se dire que c'est 70% de la population et je veux raccoler à tous les râteliers de la jeunesse. Non, vraiment, merci. Il y a une forme de jeunesse au Cameroun qu'il faut punir sévèrement. Nous le disons toujours. Très bien. Et quand nous allons arriver au pouvoir, cette jeunesse-là, nous la punirons sévèrement. Parce que tenir le discours de responsabilité à la jeunesse, c'est d'expliquer que ce sont les bras de la nation. C'est l'énergie de la nation. La jeunesse ne peut pas être, comment je veux dire, le symbole des injures d'une nation. Du fascisme d'une nation. Très bien, merci. Je vous redonne la parole. La thématique est donc claire, le numéro de téléphone également, vous nous envoyez vos réactions SMS, des messages sur WhatsApp également. On va passer la parole à M. Kokou Marcel qui représente le PCRN. Les panélistes l'ont dit, l'espace public reste aujourd'hui infesté par ces discours haineux et en lisant quelques réactions des téléspectateurs jusqu'ici, l'opposition camerounaise est souvent tirée à boulet rouge. Est-ce que le PCRN se reconnaît dans ces discours haineux? Non, le PCRN ne se reconnaît pas ce discours parce que nous, on a une particularité qui est que nous sommes un parti qui se veut républicain et qui pense que chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous devons mettre d'abord en exergue les pratiques, en fait, la notion républicaine du Cameroun. Donc on ne peut pas s'investir dans cette logique-là, mais il faut dire une chose, c'est que dans la communication politique de nos jours, on a vu venir, de manière même palpable, vous voyez, c'est un type de comportement qui étaient des natures, alors qui sont des natures, parce que c'est encore récurrent, qui sont des natures à détériorer l'espace de la communication politique, tant bien sur les médias traditionnels que sur les médias tels que les réseaux sociaux. Alors, quand on entend, on essaie de questionner, en fait, on essaie de poser la question, à la suite de ceux qui m'ont précédé, on a l'impression que, en fait, le discours haineux, son origine et sa vulgarisation dans notre pays naît de la frustration récente, c'est-à-dire que suite à l'élection présidentielle qui vient de se passer, ben, je dis, mais c'est très faux. Il faut aller chercher très loin. Il faut aller chercher très loin parce que dans l'espace politique, ou dans l'espace sociopolitique, dans toute l'histoire de ce qu'on appelle la politique dans le monde, on a toujours eu des individus qui, très conscients de leurs lacunes, de leurs manquements, ont toujours eu à tenir un discours haineux à l'endroit de ceux qu'ils estimaient être meilleurs qu'eux. C'est-à-dire le président Paul-Biya? Je suis en train de parler. Tout à fait, on veut mieux comprendre. Non, je ne parle pas ici du président Paul-Biya. Si vous me laissez aller au bout, je crois que je pourrais être plus intéressant pour vos téléspectateurs. Parce que si vous commencez à me poser des questions comme ça, je vais répondre à bâton rompu. Il faut bien qu'on comprenne. Non, vous allez comprendre. Vous avez 3 minutes, donc vous avez assez de temps pour expliquer. Donc, ok. Mais je note dire que les autres ont pu parler. On relance tous les invités. C'est pas un monologue, hein, désolé. Ok. Allez-y. Donc, je disais donc que ce discours, avec ce comportement, vous voyez, le discours des haines, n'est pas l'apanage du Cameroun. Souvenez-vous, à l'époque du président Chirac en France, on a vu les médias traditionnels et les médias ordinaires, pendant que le président Chirac était président de la République de la France, les médias traditionnels, les télévisions, nous faisaient passer les guignols. On l'appelait super menteur. Et on inventait des dessins animés où, au quotidien, on passait le président de la République comme étant un super menteur. Allez fouiller les dates. Ceci dit, nous, le Cameroun, c'est vrai, ces choses sont nouvelles chez nous, mais il faut noter ce qui en croit ces choses, ces pratiques, je veux dire. Il y a des gens que,
depuis la nuit des temps au Cameroun, le système en place, qui émane du système précolonial, a toujours pensé qu'il faut diviser pour mieux régner. Et on a toujours eu à opposer les Camerounais avec un discours tribaliste sous-jacent. Ce qui fait que, en la faisant, on a cru qu'on le faisait dans le but de se maintenir davantage au pouvoir. C'est bien, puisque le bilan est là. On a plus de 36 ans au pouvoir. Mais l'inconvénient, c'est que on a oublié que le boom démo... Enfin, je veux dire quoi? Je veux dire l'explosion ou alors les conséquences de la science allaient être telles qu'ils allaient révéler le retard. Parce qu'il faut dire que la technologie a évolué. Quand vous parlez aujourd'hui de discours haineux sur le plan cybernétique, c'est l'émanation de quoi? C'est l'émanation de l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, à travers nos smartphones, chacun a la possibilité de s'exprimer. Là-dessus, je voudrais entendre des politiciens dire que la liberté de la parole, la liberté d'expression, la notion de liberté, au moins, a eu un gain. Ce qui revient à dire que chacun de nous devrait désormais apprendre sur lui de pouvoir être dans une logique d'équité, de sincérité. J'ai entendu dire ici que nous autres du PCRN, on est dans une logique de seigneurie, on voue un culte à notre leader. Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que quand vous avez eu la chance, je veux dire la malchance, de connaître des leaders politiques, des influenceurs, on me dit que c'est un thème nouveau, mais non. On a toujours eu des leaders d'opinion. Un leader d'opinion est un influenceur. Quand on a eu des influenceurs, des leaders d'opinion, des hommes politiques plus ou moins avérés, qui, au bout de 10 ans, ont démontré qu'ils ne valaient rien, ont démontré qu'ils n'avaient pas la capacité d'obtenir un discours conciliant, un discours constructeur, un discours fédérateur, un discours à même de construire le Cameroun ou de proposer des idées qui puissent amener le Cameroun à s'émanciper. Quand vous avez eu des leaders qui vous ont démontré qu'en fait, ils sont des nombrilistes, ils les rendent pour leur cause personnelle, il est tout à fait normal que si du jour au lendemain, vous voyez arriver un monsieur comme le Noir Kaba Libi qui vient, qui arrive, non, ça peut faire rire, mais qui arrive comme un messie, ça va encore faire très mal, mais je dois le dire ici, et qui n'aime pas la force des choses, malgré tous les combats qu'il a eus pour pouvoir avoir une chapelle politique qu'il allait présider, le destin qu'il a fait, l'amène à avoir un parti politique dont la dénomination en dit long. Parti camerounais pour la Constitution nationale, nous devons dire gloire à Dieu pour ceux qui sont chrétiens. Donc, on ne peut pas faire le procès ici là aux militants des partis qui ont compris que ceux qui n'ont pas de débat politique, ceux qui ont démontré par le passé qu'ils ont du mal à respecter la discipline d'un parti, à respecter la discipline d'association, ne peuvent pas être les garants d'un lendemain meilleur. On ne peut pas leur reprocher le fait qu'ils soient aujourd'hui en train de reconnaître que un monsieur comme le Kaba Libi est un don de Dieu.